C'était une période de retraite entre la chambre, le salon, le jardin, quand il faisait beau, et les bouquins. C'était une recherche personnelle, mais aussi sûrement quelque part une façon de grandir, de dire voilà, je ne suis plus la poupée qui chante. Elle veut savoir qui elle est, pourquoi elle a voulu se suicider et pourquoi elle a voulu rejoindre l'homme qu'elle aimait. Elle lit la psychanalyse, Freud, Reich, Jung. Ça, c'est pour trouver cette chose au fond d'elle, qui serait cachée, tapie et qui lui ferait du mal. Elle va chercher dans l'extraordinaire trésor de connaissances de l'âme humaine que sont les écrits et les travaux de Freud, une tentative de réponse aux questions qu'elle se pose. Il y avait un vide en elle qui n'avait pas été comblé, ni par sa réussite, ni par sa vie amoureuse. Et elle était dans une quête intérieure, elle voulait voir clair. Elle parlait surtout de ses rapports avec son père qu'il avait négligé. Elle savait bien qu'elle avait un manque de ce côté-là, un manque de la relation avec son père. Ce n'est peut-être pas la Dalida que vous connaissez que vous allez découvrir. Il y a bien sûr les évidences, la chanteuse populaire, la silhouette sculptée dans une robe forcément brillante, et puis les mélodies, les mots, des sentiments et des tourments qui ont séduit progressivement le public. Mais il y a aussi une femme complexe, exubérante et dramatique qui va longtemps, très longtemps, être à la recherche d'elle-même, du sens de son existence en quelque sorte, au point de s'y perdre. Une histoire jalonnée d'hommes, de drames, une séductrice en quête de lettres, de culture. Et pour comprendre ce destin singulier, cette femme attachante et fragile, il faut ouvrir le premier chapitre et retrouver Yolanda Gigliotti, fille d'une famille italienne exilée en Égypte, qui à l'âge de 7 ans connaît une première blessure, une première séparation. Yolanda, ses deux frères et leur mère quittent régulièrement leur maison du Caire pour un voyage devenu un rituel. Une fois tous les 2 mois, il y avait un autobus qui emmenait toutes les familles, c'est-à-dire les femmes et les enfants, et on partait tous. Et on partait très tôt dans des cars, je me rappelle ça, vers 4 h du matin, pour pouvoir passer la journée là-bas. Là-bas, c'est un camp de détention situé dans le désert. Notre père avait été interné comme tous les Italiens dans le camp de Fayette, donc à quelques kilomètres du Caire. Tous les frères Gigliotti, ils sont partis dans les camps. Comme tous les immigrés italiens, Pietro Gigliotti est suspecté de soutenir le régime de Mussolini en guerre contre l'Égypte. Il n'a pourtant rien d'un militant politique. C'est un père de famille épanoui qui a noué avec sa fille une relation complice. Elle était fière qu'elle disait « Papa est premier violon à l'Opéra du Caire ». C'est pas rien d'être premier violon à l'Opéra du Caire. Et donc, le père lui apparaît comme un homme magnifique. Un homme magnifique qu'un événement malheureux a rapproché de sa fille, à l'âge de 10 mois. Elle était tombée malade d'une maladie qui était très courante en Égypte, l'ophtalmie. Et elle avait été mal soignée parce que le docteur avait eu cette mauvaise idée de lui bander les yeux. Elle avait eu les yeux bandés pendant 40 jours. Ça va être un traumatisme terrible parce qu'à 10 mois, elle est trop petite pour comprendre ce qui lui arrive. Pour tenter d'apaiser son enfant plongé dans le noir, Pietro Gigliotti lui joue du violon. Mon père il jouait tous les airs d'opéra et ça devait l'aider aussi peut-être à s'endormir. Elle va concevoir, tout enfant, l'idée que la musique, c'est ce qui peut soigner la détresse. De cette infection, la petite fille gardera pour toujours une fragilité aux yeux. Elle louchait, carrément louchait des yeux. Comme elle portait des lunettes, toutes les filles l'appelaient les 4 yeux. Elle se trouve pas belle, elle est pas belle, il y a quelque chose qui va pas. Et elle se sent pas aimée. Pour elle, ça a été vraiment un supplice. Et surtout que quand on est jeune, les jeunes sont un peu cruels entre eux. Sa mère toujours lui disait « Tu vas voir que tu seras la plus belle fille », évidemment pour lui donner du courage. À ce mal-être adolescent s'ajoute la douleur de l'absence, celle d'un père que Yolanda voit dépérir à chacune de ses visites au camp.
Il a maigri, manifestement il va pas bien. Il est tout à fait diminué. D'abord, il était très malade. Il a vécu quelque chose d'horrible, son père. Des blessures qui, après sa libération, vont laisser des traces chez Pietro Gigliotti. Il est sorti même un an avant la fin de la guerre parce qu'il était malade. Il revient du camp avec des migraines affreuses, il ne supporte absolument pas le bruit. Dans la journée, il fallait faire du silence. Il entendait du bruit de l'extérieur, il se mettait à la fenêtre, il faisait peur aux enfants à l'extérieur. Chaque chose l'irritait. Vous savez, même avec ma mère, ça n'allait pas tellement bien. Vous savez, 4 ans après, revenir, vous savez, il y a quelque chose qui était cassé. Et ce qui fait que, quelque part, notre père était un étranger pour nous. Au sein de la famille, tout le monde subit les accès de violence d'un homme devenu instable psychologiquement. Il frappe à l'occasion sa femme et ses enfants. De temps en temps, la baguette, comme on dit, ça y allait, ça tapait un peu. C'est cette violence-là qui a fait peur à Dalida. Elle avait peur de ne pas être aimée. Elle va le détester parce qu'elle va se dire mais finalement on était mieux quand il n'était pas là. Dalida est allée sous la table et lui a dit « Tu me rappelles le diable ». Dalida souhaitait la mort de son père, oui. Et la jeune fille est alors loin d'imaginer que le pire va se produire un an plus tard. Son père meurt d'une congestion cérébrale et l'annonce de sa mort laisse Dalida en état de choc. Le sentiment, c'est « il m'a abandonné » et donc comment il a pu me faire ça? Il y a un abandon sentimental. C'est capital dans une enfance. Quand elle était petite, elle cherchait toujours l'amour de son père. Ça lui a manqué véritablement beaucoup. Perdue, la jeune fille de 12 ans se réfugie à l'Opéra du Caire, à la recherche des souvenirs heureux partagés avec son père. Dalida, tous les jours, allait là-bas. Elle est en recherche d'identité et en recherche d'affection. Elle va voir la diva qui est sur la scène. Elle disait toujours « Un jour, je serai très belle, un jour, je réussirai ». Et la première étape de cette promesse, Yolanda va la tenir quelques années plus tard en devenant, à l'âge de 21 ans, Miss Égypte. Ce titre va lui permettre d'être repérée, de décrocher des petits rôles au cinéma. Mais tout cela n'est pas suffisant pour la jeune femme qui veut tenter sa chance ailleurs, dans une ville où à l'époque, tout semble possible. Cela fait plusieurs semaines que Dalida s'est installée à Paris, avec une ambition, devenir une vedette. Elle voulait toujours être actrice de cinéma. On pensait qu'elle pouvait être comme Ava Gardner ou Rita Hayworth. Elle ne pouvait pas faire du cinéma comme elle avait envie de faire, autre part qu'en France, puisqu'en Amérique, c'était très loin. En plus, elle parlait le français. Paris, c'est un mot magique, hein, en Égypte. C'est la ville lumière, c'est la ville du strass, des paillettes et de la gloire possible. Dalida, elle avait une force de caractère. Quand elle décidait quelque chose, elle faisait de tout pour l'obtenir. Mais l'ambition de la jeune actrice ne suffit pas. C'était à l'époque Brigitte Bardot. Hein. Elle n'avait pas le type de l'époque. Elle court les auditions, mais les propositions ne se concrétisent pas. Elle galérait, bien sûr. Et de ces galères, Dalida ne dit rien dans les courriers qu'elle adresse à sa famille. Chère tante, comment allez-vous? Excusez-moi de ne pas vous avoir écrit plus tôt, mais je suis très occupée. J'ai à peine le temps de répondre à maman. Bien sûr, elle disait toujours que tout allait bien, qu'elle travaillait, etc. Et nous, on y croyait que tout allait bien. Et on attendait évidemment que quelque chose arrive. Elle fait tout ce qu'elle peut, elle fait quelques photos, elle essaye de travailler un peu comme mannequin, mais rien ne débouche, sauf finalement un engagement dans un premier cabaret. C'est en fait la rencontre avec un professeur de chant qui a tout déclenché. Chaque soir, Dalida monte donc sur scène pour interpréter les succès du moment. Elle est assez douée, cette jeune femme. Hein. Il y a une voix, il y a une tonalité, il y a un timbre. C'est exotique, hein, dans le Paris de l'époque, où on cherche des voix différentes. Une voix différente qui va inciter le directeur du cabaret à inscrire la jeune chanteuse à une audition. Nous sommes le 9 avril 1956 et l'Olympia recherche les numéros 1 de demain. On a vu arriver Dalida, qui est venue, qui a répété comme tout le monde, quoi. Le soir même, celle que l'on appelle encore Yolanda peine à dissimuler son trac.
Elle n'a qu'une chanson pour convaincre le jury. Lorsqu'elle arrive sur la scène de l'Olympia, c'est une inconnue totale. Elle a une belle allure, une très belle allure. Elle avait les cheveux noirs, un peu frisés, très beaux cheveux. L'œil très noir, très charbonneux, la bouche très rouge. C'est une fille de la Méditerranée, indiscutablement. La jeune candidate a choisi d'interpréter un titre en vogue. Étrangère au paradis. Prends ma main, car je suis étrangère ici, perdue dans le pays bleu. Dans la salle ce soir-là, 3 personnes importantes du métier prêtent une oreille attentive à la jeune interprète. Eddie Barclay, fondateur d'une maison de disques, Bruno Cocatrix, le directeur de l'Olympia, et Lucien Maurice. Lucien Maurice est un des patrons d'Europe 1. Je dois dire qu'il a un magnifique instinct. Il sent et il voit ce qui va marcher. Il défaisait les gens comme il voulait, enfin, les stars. Il tombe en arrêt devant cette jeune Égyptienne. C'est vrai que cette femme est belle et magnifique. Il se dit, il y a quelque chose. Il voit en elle la star qu'elle va devenir. Dalida n'a pas gagné ce soir-là. Mais Lucien Maurice, le directeur artistique d'Europe 1, lui propose de passer le voir à la radio. Il lui dit, je vous attendais parce que je pense que vous êtes la chanteuse qui va devenir la mascotte d'Europe 1. Elle lui répond du tac au tac, moi aussi. Ça veut dire, moi aussi, j'attendais un homme puissant dans le milieu du show business qui allait enfin voir ce que je pouvais faire. Il avait décidé d'en faire une grande chanteuse populaire en tout cas, une chanteuse à succès. Et moins d'un mois après l'audition, Yolanda Gigliotti, dite Dalida, signe son premier contrat dans une maison de disques. C'est Lucien Maurice qui dirige les opérations. C'était un directeur artistique, un Pygmalion. Il l'a vraiment coachée. Elle a changé complètement. Elle s'est transformée. Elle ne faisait rien sans la bénédiction de Lucien. Lucien trouvait des chansons, entre guillemets, sur mesure, la conseillait. Au fil des mois, la chanteuse et son Pygmalion ne se quittent plus et les sentiments vont s'immiscer dans leur relation. Lucien Maurice est tombé amoureux de la femme. Je ne sais pas si elle était amoureuse de lui, mais elle l'aimait énormément. Elle va l'aimer parce qu'il est le deuxième père. Elle cherche un père. Elle avait écrit à sa mère, bien sûr, qu'ils allaient un jour se marier. Mais pour l'instant, rien de tout cela n'est envisageable, car Lucien Maurice est un homme marié. Il a un attachement pour sa femme. Donc il a beaucoup de mal à rompre ce lien. C'est Lucien qui ne voulait pas se marier avec elle parce que, disait-il, si je l'épouse, elle va se tailler. Ce qui le préoccupe, c'est de lancer enfin la carrière de sa protégée. Et la révélation va venir d'une chanson pourtant promise à une autre interprète. Lucien Maurice lui fait enregistrer Bambino. E gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Ça passe toute la journée sur Europe 1, mais ça passe également ailleurs. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux, avec tes cheveux si blancs. Bambino a été un méga tube, et même peut-être une espèce de phénomène de société. Tu peux fumer comme un monsieur des cigarettes, te déhancher sur le trottoir. Quand on a vu qu'elle était numéro 1 et quand on ne pouvait plus ouvrir une radio, qu'on l'entendait de partout, on savait qu'elle avait réussi, qu'elle avait réalisé son rêve. Dès lors, les tubes se succèdent. En moins d'un an, celle qui rêvait d'une carrière au cinéma est devenue une vedette de la chanson. Et dans sa vie privée, la relation avec Lucien Maurice s'installe dans la durée. 4 ans plus tard, il est même prêt à l'épouser. Nous sommes le 8 avril 1961. Les journalistes sont nombreux à couvrir l'événement. Ce n'était pas un mariage comme un autre dans la mesure où c'était la chanteuse sans doute la plus populaire de l'époque qui épousait le directeur artistique d'une station de radio. J'avais posé mon micro pour enregistrer les oui et les consentements mutuels des époux.
Lucien Maurice, consentez-vous à prendre pour épouse Yolanda Cristina Gigliotti? Oui. Yolanda Cristina Gigliotti, consentez-vous à prendre pour époux Lucien Maurice? Oui. Au nom de loi, je vous déclare unis par les liens du mariage. Pour le grand public, ce mariage entre la chanteuse et son mentor traduit une grande histoire d'amour. La réalité est pourtant plus contrastée. Le jour qu'ils se sont mariés, l'amour était fini pour Dalida. Dalida n'avait plus qu'un amour fraternel. Elle s'est mariée presque par reconnaissance. Elle l'a épousé pour lui dire merci de lui avoir permis de devenir une star. Mais ça ne marchait pas entre eux, là. En fait, Dalida commence à mesurer les sacrifices imposés dans sa vie de femme par ce début de carrière fulgurant. Il disait, on fera un enfant quand ta popularité commencera un peu à baisser. Il disait oui, après, plus tard. Mais là, maintenant, c'est pas le moment. Et en fait, c'était jamais le moment de vivre. Elle avait déjà eu quelques grossesses. Elle avait dû supprimer ses grossesses parce que c'était pas concevable pour sa carrière. Elle adorait les enfants. Elle me disait, je ne veux pas d'enfants parce que je ne serai pas une bonne mère étant donné que ma carrière compte d'abord. Quelque chose a progressivement changé entre Lucien Maurice, l'homme qui a fait son succès, et Dalida qui rêve de s'épanouir. La chanteuse s'est mariée, mais cet acte fait figure d'épilogue de leur histoire. Après le mariage, voici la fuite. Au milieu de l'été 1961, Dalida va demander un service à l'ami qui l'héberge le temps des vacances. Dalida me dit, chérie, s'il te plaît, il faut que tu m'amènes à Saint-Tropez. Bon, alors je prends ma voiture, je l'emmène. En arrivant sur une plage de Saint-Tropez, Marianne Lang va être témoin d'une scène étonnante. Elle se précipite au milieu de la plage et elle se couche à côté d'un garçon qui était beau comme tout. Et ils commencent à s'embrasser et moi je regarde Dalida, je lui dis mais de quoi s'agit-il, qu'est-ce que tu fais? Et elle me dit, avec son accent, chérie, je ne reviens plus à la maison. Je lui dis qu'elle venait de se marier avec Lucien et que ce serait terrible pour lui. Et elle m'a dit, ah non, non, c'est fini. Je m'en vais, je l'aime beaucoup, mais je suis amoureuse de Jean Sobieski. En fait, tout s'est joué quelques semaines plus tôt lors du Festival de Cannes. Ce soir-là, Dalida fait la connaissance de Jean Sobieski, un jeune artiste peintre de 24 ans. C'était la soirée Eddie Barclay au Palm Beach. Tout d'un coup, je vois en face de moi, il y a une femme très belle, avec du caractère. Je dis, mademoiselle, voulez-vous danser? Elle me regarde et elle me dit, je ne danse pas, très très surprise, et je danse pas les rapides. Bon, je dis, oh, très bien. Et juste à ce moment-là, paf, un slow. Le jeune homme invite alors une nouvelle fois la chanteuse à partager une danse. Tout d'un coup, elle me pousse comme ça et elle me dit « Mais tu sais qui je suis ?» Je lui dis « Non, puisqu'on vient de se rencontrer. » Elle me dit « Je suis Dalida. » J'ai dit « Oui, moi je suis Jean Sobieski. » À la fin de nos petits slows, je dis « Est-ce qu'on peut se revoir ?»« Oui, téléphonez-moi, je suis au Carlton. » Et puis elle disparaît tout d'un coup. Et le lendemain, Dalida accepte de déjeuner avec le jeune artiste peintre. Il y a un courant très très fort qui passe entre tous les deux. Il va y avoir un coup de foudre réciproque, cette fois. Ce qui est incroyable, c'est que je ne savais pas encore qu'elle s'était mariée. Il y a juste un mois ou deux. La chanteuse entame alors une liaison secrète avec Jean Sobieski. Et ce n'est que quelques semaines plus tard, sur une plage de Saint-Tropez, qu'elle décide de changer de vie. Et elle est partie avec lui. Et je suis rentrée toute seule à la maison. La femme passe avant l'artiste, elle décide de rester avec moi. C'est invraisemblable. Elle avait besoin d'un amour physique, jeune et frais, qu'elle n'avait pas connu. Peut-être qu'avec Lucien Maurice, c'était plutôt pour elle une présence du père, plus qu'une présence d'amant. Et à ses côtés, elle prend goût à la vie de bohème, en Camargue.
On se baignait avec les chevaux, sans sel, sans rien, on rentre dans l'eau, on sort. Elle a beaucoup aimé, oui. Lucien Maurice, lui, bien sûr, accuse le coup. Pour lui, ça a été effroyable. La terre s'est écroulée. Et il était au bord du suicide. Et il est gravement blessé dans son orgueil. Et il est tellement blessé que là, il demande vraiment le divorce et il va jusqu'au bout. Et puis, quelque part, tu verras, ma fille, si je suis plus là, tu ne seras plus rien. Et la jeune chanteuse va très vite mesurer les conséquences de cette séparation. Lucien était quelqu'un de tellement puissant que les gens prenaient systématiquement, évidemment, parti pour Lucien, en disant « c'est une garce, elle t'a blessé, elle t'a trompé, hein. Nous, on est là, tu vas voir. » Les coups de téléphone anonymes, les lettres anonymes, enfin, tout y passe. Elle recevait des coups de fil à 6 h du matin, on ne te laissera pas chanter, on ne te laissera pas chanter. Il y avait une cabale qui se préparait. C'était la mise à mort de Dalida. Malgré toutes ces intimidations, Dalida maintient son retour sur scène prévu quelques semaines plus tard. Elle appréhendait le retour à la scène. Elle se disait, bon, les gens vont venir voir qui? La chanteuse? L'adultérine? À ce moment-là, elle s'est dit, c'est où je gagne, ou c'est fini. Et elle voulait montrer à tout le monde que sans Lucien, Dalida restait Dalida. Nous sommes le 6 décembre 1961, soir de la grande première à l'Olympia. En coulisses, une nouvelle tentative de déstabilisation fait monter la pression. Ils ont été jusqu'à quelques minutes avant qu'elle soit sur scène, lui faire porter dans la loge, qu'elle est passée comme ça, on ne l'a même pas vue pas arriver, une couronne mortuaire. Et quand elle ouvre, elle voit cette couronne-là mortuaire. Et il y a une inscription dessus, une allusion à Edith Piaf, très désagréable pour Dalida, disant que la grande vedette, c'est Edith Piaf et Dalida n'est rien. Dans la salle, plusieurs personnalités attendent le tour de chant. Et parmi elles, Lucien Maurice qui s'affiche fièrement au bras de sa nouvelle compagne. Bon, moi, j'étais assise avec Lucien. C'était une magnifique revanche pour lui, et pas seulement vis-à-vis d'elle, mais même vis-à-vis du show business. J'ai quelqu'un de beaucoup plus jeune, oui, ça, il en a été très fier. Il en jouait beaucoup. Elle a fait le signe de croix, et elle était là, c'est fini. Elle ne regardait plus personne, elle attendait que le rideau, que la musique s'arrête pour que le rideau s'ouvre. On est quand même à se ronger les ongles. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Un autre homme est lui aussi inquiet ce soir-là. À la demande de Dalida, il n'est pas venu dans la salle. Il va suivre le concert retransmis en direct à la radio. J'écoute les 2-3 premières chansons et c'est un désastre. La salle est froide. Il y a ce qu'on appelle quelques bangs comme ça, des applaudissements polis. Et je me dis, c'est terrible. Et elle, Dalida, avait la voix un peu blanche. Et puis, débute la 4e chanson. Elle s'intitule « Je me sens vivre », une chanson d'amour éditée par Lucien Maurice quelques mois plus tôt. Mais ce soir-là, Dalida va l'interpréter en pensant au nouvel homme de sa vie. Et alors là, tout d'un coup, elle s'est mise à chanter, c'était merveilleux. Mon oreille a compté les battements de ton cœur et mes mains à saisir et garder ta chaleur. Et depuis lors, je me sens vivre parce que... La guerrière a repris le dessus avec une telle puissance, une telle détermination. Là, elle était la tragédienne qui balance ses tripes. Elle chante « Je me sens vivre ». C'est effectivement ce qui lui arrive, c'est qu'elle a l'impression qu'avec Sobieski, pour la première fois, elle se sent vraiment vivre. Je sens qu'elle est sauvée. En 3 minutes, Dalida a conquis une fois de plus son public et contre toute attente, Lucien Maurice lui-même. Lucien était le premier à se lever pour applaudir. Du coup, tout le monde s'est levé. Là, elle avait gagné la partie. Le speaker dit, là, toute la salle se lève, et tout le monde applaudit et tout ça. C'était fantastique. Enfin rassurée,
La chanteuse poursuit le spectacle avec la même ferveur. Et lorsqu'elle regagne sa loge, celui dont elle craignait le plus la réaction l'attend. Tout le monde se bousculait pour entrer dans la loge. Nous sommes entrés, moi je l'ai félicité, je l'ai embrassé. Lucien l'a félicité, il est bon joueur. Elle a pleuré dans ses bras dans la loge, je lui ai demandé pardon. Dalida, sans Lucien, restait Dalida. Quelque part, ça voulait dire, tu vois, j'existe. Et quelques minutes plus tard, Dalida retrouve l'homme pour qui elle a mis en danger sa carrière. On tombe dans les bras l'un de l'autre et mon chéri, j'ai pensé à toi pendant toute la chanson et tout, et tu m'as aidé. Dalida n'a maintenant plus de doute sur sa carrière. Sa priorité désormais, c'est de réussir sa vie privée. Elle décide de trouver un lieu pour elle et pour moi. Mais il faut qu'il y ait un endroit pour peindre. Elle m'aime vraiment, puisqu'elle elle veut que je sois heureux. Elle m'appelle, elle dit « Viens voir, j'ai trouvé notre nid d'amour ». Elle me fait visiter cette maison que je trouve formidable, un peu rococo, l'extérieur, un peu le gâteau, la tarte à la crème, mais à l'intérieur, c'était fantastique. La maison était rue d'Orchamps, en haut de la rue Le Pic. Elle avait une énorme terrasse qui donnait sur Paris. C'était superbe. Elle l'adorait. On a dit, mais qu'est-ce qu'elle a acheté? Il n'y avait pas d'électricité, rien du tout. Mais elle a dit, voilà, ici je ferai ça, ici je ferai ça. La maison, c'était son refuge, sa réussite pour elle et sa stabilité. La chanteuse vient donc de trouver ici, à Montmartre, son refuge. Mais sera-t-il finalement le théâtre d'une vie à deux, comme elle l'imagine? Au lieu de consacrer tout mon temps et tout mon amour à elle, j'ai des aventures. Elle, je pense qu'elle a dû avoir une aventure aussi. Il n'y a plus la même magie. Elle me dit, Jean, j'ai l'impression que ça ne marche plus très bien entre toi et moi. Peut-être qu'on devrait se séparer. Et je lui dis oui. C'est toute une aventure de quitter la rue d'Orchamps, qui a été achetée pour que je sois là avec elle, quoi. Pour tenter d'oublier cette déception sentimentale et cette nouvelle solitude, la chanteuse se consacre alors à sa carrière et à son public. Elle va donc partir en tournée dans le monde entier. Et à son retour en octobre 1966, elle reçoit ses producteurs à dîner. Ils ont une proposition à lui faire. En fait, ce soir-là, ses producteurs veulent convaincre Dalida de soutenir un jeune chanteur italien en participant à ses côtés au festival de Sanremo. Sanremo pour l'Italie, à l'époque, c'était quand même très important pour la carrière artistique, parce que véritablement, on lançait les nouveaux chanteurs. Ça faisait des années que Sanremo voulait avoir Dalida, et Dalida avait toujours dit non. Elle n'avait pas besoin du tout d'y aller à Sanremo, car elle était en Italie le numéro 1 absolu. En revanche, le jeune Luigi Tenco a besoin d'une vedette étrangère pour interpréter également sa chanson le soir du concours. Pendant le dîner, l'ambiance est quelque peu tendue entre la vedette et le jeune talent. Vedeva un Luigi assolutamente selvatico, perché non dava molto concessioni a grandi sorrisi, a grandi cose, quindi era un po' sulle sue, un po' preoccupato, un po' intimidito. Jusqu'au moment où Luigi Tenco se met au piano pour interpréter la chanson qu'il a composée. Si è sciolto un po' tutto perché io ho l'impressione che qualcosa fra Luigi e Dalida sia successo, un interesse, una scintilla, una cosa. Dalida, ça lui a plu la chanson, mais je pense que ça lui a plu encore plus celui qu'il avait écrit. Tout de suite, on a dit, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. Il vero poi contatto è avvenuto lì su quel pianoforte,
con il loro sguardo, con Luigi che era diventato improvvisamente magico, mentre lui era timido la prima parte della serata. La magie de l'interprétation associée au charme du jeune homme vont être déterminants. Elle a accepté finalement d'aller à Sanremo pour défendre la chanson. Elle qui était contre Sanremo, mais elle est allée par amour. Dalida et Luigi Tenco se revoient souvent à Paris. Et ils se découvrent même une histoire familiale similaire. Il a quelque chose de commun avec Dalida dès le départ, qui est l'absence du père. Il n'a pas connu son père. Et donc il y a une tristesse chez Tenco, qui est la tristesse de l'abandon. Ils vont partager ça. On a été les témoins de cette histoire d'amour, mais on a gardé le secret, personne ne le savait. Et il ne fallait surtout pas que ça sache à cause du festival. Tenco, qui était très orgueilleux, il ne voulait pas qu'on dise que Dalida était venue par amour défendre sa chanson. Il préférait que Dalida était venue parce qu'elle aimait sa chanson, qu'elle croyait dans sa chanson. Le 27 janvier 1966, c'est le grand jour, celui du festival de Sanremo. Luigi Tenco doit monter sur scène, juste avant Dalida. Le soir de la cérémonie, on était tous dans les coulisses et on voyait déjà Tenco qui était très nerveux, stressé. Et lui n'arrêtait pas de boire du whisky avec des pilules. Il paraît que c'était des calmants, des tranquillisants. Pour le jeune auteur-compositeur, l'enjeu est capital, car une victoire pourrait réellement lancer sa carrière. Il est monté sur scène mort de trac. Il a chanté pas bien du tout. Luigi, finito la sua esibizione, assolutamente pessima, devo dire. Il est sorti avec 4 pelles d'applaudissements. Personne n'osait s'approcher parce qu'il était dans un état, il a été dans son coin. Sans dire un mot, le chanteur s'isole dans sa loge et Dalida tente alors de le rassurer. Dalida disait, Luigi, calme, calme, calme. Tu verras, tout va très bien se passer, il ne faut pas t'inquiéter, ce n'est qu'un concours, c'est rien du tout. Comme l'impose le règlement, c'est maintenant à Dalida d'interpréter elle aussi la chanson de Luigi Tenco. Et portée par la voix de la chanteuse française, le titre prend tout d'un coup une autre dimension. Elle a eu un succès énorme. Les gens qui applaudissaient à n'en plus finir. Tout le monde a dit, bon, Dalida a sauvé la chanson, elle ira en finale. Pourtant, avant l'annonce officielle des résultats, les dirigeants du festival préviennent Luigi Tenco qu'il n'ira pas en finale. Et ils lui ont dit carrément, froidement, la chanson est éliminée. Il a pris très mal, ça a été une claque comme ça. Luigi era molto arrabbiato, molto perché la giuria che è fatta da giornalisti e da intellettuali, che sono quelli che lo supportavano, in pratica diceva mi hanno tradito. Tout de suite, il a voulu quitter les lieux. Dalida ne réussit pas à le convaincre de la suivre au dîner de gala. Le jeune chanteur regagne alors seul sa chambre d'hôtel. Dalida, elle était inquiète parce qu'elle sentait qu'il n'était pas bien. Elle ne tenait plus sur sa chaise. Elle a dit non, non, il faut que j'aille à l'hôtel, voir qu'est-ce qui se passe. Je suis très inquiète, je ne vais pas le laisser tout seul. Et elle est partie. Et son frère, sa cousine et ses producteurs italiens lui emboîtent le pas. On était dans le hall de l'hôtel et elle est partie dans la chambre pour voir Luigi. Et c'est là qu'on a entendu un cri, etc. Ce cri, énorme, ce cri qu'on ne pourra jamais l'oublier. Arrivo alla porta, che era semiaperta, e vedo questa scena incredibile. C'era Luigi
seduto per terra con le spalle appoggiate al fianco del letto e Dalida che piangeva, gridava. Tenco s'est suicidé. Il s'est tiré une balle dans la tête. Avant de mettre fin à ses jours, le jeune homme de 28 ans a rédigé une lettre d'adieu. Luigi Tenco laisse un mot disant que le public ne l'a pas compris. Il est incompris de son public. Il y avait les dirigeants du festival qui sont arrivés et s'est adressé en disant « Assassin, c'est vous qui l'avez tué, vous qui l'avez tué ». Alors que les journalistes sont déjà nombreux devant l'hôtel, Orlando tente d'exfiltrer sa sœur discrètement. Il y avait toutes les voitures des paparazzi qui couraient derrière. On l'a fait sortir par là, parce que tout le monde voulait la voir absolument. On voulait la photographier par les cuisines. Une fois qu'elle a décidé de rentrer sur Paris, elle n'a plus dit un mot. Elle n'a plus pleuré. Elle s'est arrêtée, le regard fixe sur des lunettes, pas un mot. C'est là que l'enfer a commencé. De retour chez elle, à Paris, Dalida va se murer dans le silence. Elle ne va pas bien du tout. Du matin au soir, elle n'arrêtait pas de pleurer. Elle n'arrêtait pas d'écouter toute la nuit tard les chansons de Tenco, fort, fort, fort. On était tous là, on faisait ce qu'on pouvait, mais impossible de la consoler. Ma mère et moi et Rosie, on a vécu et moi horrible avec elle, qu'on ne pouvait rien faire. Effondrée par le chagrin, Dalida s'enferme chez elle et alors que son retour sur le devant de la scène semble compromis, elle va surprendre son entourage en acceptant une invitation. Tout le monde savait ce qu'elle traversait. Les gens avaient qu'une envie, c'est de la voir revenir, chanter, de dépasser sa douleur, de dépasser ses tragédies. Ce soir-là, Dalida a choisi de rendre hommage à Luigi Tenco en interprétant la même chanson qu'à San Remo. Elle va insister pour porter la même robe, celle qui a été tachée de sang le fameux soir au festival de San Remo. Elle va apparaître comme une femme en deuil, et elle est une femme en deuil. Nous sommes deux ombres et de solitude, un grand amour sombre dans les habitudes, et l'on ose à peine rompre les silences. On sentait qu'elle avait le cœur arraché. C'était pas de la comédie, parce que Dalida était tellement authentique, tellement vraie, qu'on sentait sa douleur. Il avait décidé de faire cette télé en pensant déjà à son prochain suicide. On arrête, voilà. La vie est tragique, elle n'est pas vivable. J'ai chanté, j'ai laissé mon message. C'est ça qui restera de moi et je partirai en beauté. À l'issue de l'enregistrement, la chanteuse va faire une demande inhabituelle à son frère. Elle dit, mais j'aimerais bien que tu m'organises, je voudrais voir, c'est le deuxième palmarès que j'ai tourné avec Guy. J'aimerais bien les revoir tous les deux, je ne l'ai jamais vu. Elle veut voir ce qu'elle laissera derrière elle. Elle veut se voir une dernière fois. Orlando organise alors une projection, sans se douter des intentions réelles de sa sœur. Une fois que la projection s'est terminée, elle a dit, c'était pas mal, c'était bien. 10 jours après son passage dans l'émission de Guy Lux, Dalida annonce à ses proches qu'elle doit quitter Paris pour 24 heures. Elle dit, je vais partir en Italie, à Turin. Alors on dit, mais pourquoi tu vas retourner? Ah, il faut que j'aille voir des amis de la famille de Tenco. Moi, je dis, tu veux que je vienne avec toi? Non, non, Rosie, c'est pas la peine. Tu sais, je vais faire juste un aller-retour. On s'est regardé avec Rosie, bon, peut-être que ça lui fait du bien. Le 26 février 1967, sa cousine et son mari accompagnent Dalida à l'aéroport de Roissy. Elle a fait le check-in.
Nous, on attendait qu'elle prenne l'avion. Et elle m'a dit, mais non, allez-y, allez-y, les amoureux, vous rentrez à la maison et tout va bien, etc. Et on est parti. Jamais il pouvait une seule seconde penser tout le scénario qu'elle avait monté. Elle est restée assise pendant longtemps et après, elle est revenue en arrière. Et elle va prendre un taxi pour se faire conduire à l'hôtel Prince de Galles, qui était donc l'hôtel où descendait Tenco quand il venait à Paris. Elle va demander une chambre, qui était la chambre où ils avaient l'habitude de se retrouver. Elle n'a pas dit Dalida, elle a mis son vrai nom, Yolanda Gigliotti. Le lendemain soir, ses proches qui attendent son retour depuis plusieurs heures commencent à s'inquiéter. On appelle à l'aéroport pour savoir s'il y a eu de retard. Non, il n'y a pas eu de retard. On dit, mais qu'est-ce qu'elle devient? On n'avait pas de nouvelles, on commençait à être inquiets. Un peu plus tard dans la soirée, Lucien Maurice, l'ancien mari de Dalida, reçoit un appel à son domicile. J'entends mon mari qui, d'un seul coup, change de voix, change de ton, change de tête, et dit bon, ben, j'arrive. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit il faut que j'aille tout de suite au Prince de Galles. Dali a fait une tentative de suicide, et c'est très grave. J'arrive avec ma cousine à l'hôtel, on nous fait monter tout de suite à la chambre. Et la vision que je vois, ma sœur étendue sur le lit. Les jambes croisées, les mains croisées. Elle était déjà cyanosée. Je lui masse les mains, je lui décroise les jambes, je lui masse les talons pour essayer de faire revenir un peu de circulation, car ses talons étaient déjà nécrosés. La chanteuse a avalé une forte dose de barbiturique. Elle est très rapidement conduite dans un service de réanimation. 24 heures après, seulement ma mère a pu rentrer dedans parce qu'elle a tellement insisté qu'elle est rentrée dedans juste pour la voir, pour s'en assurer qu'elle était encore vivante. Et elle est sortie bien sûr en pleurs. On allait à l'hôpital tous les jours, parce qu'elle est restée dans le coma 5 jours, une semaine. Au bout de 6 jours, le pronostic vital n'est plus engagé. Là, ils l'ont sauvé véritablement par miracle. En principe, elle n'aurait pas dû revenir à la vie. Il a joué véritablement avec la mort d'Alida. Disons que son instinct de vie à ce moment-là, il était beaucoup plus fort de son instinct de mort inconsciemment, voilà. Je me rappelle qu'elle dit « je ne recommencerai jamais ». Ça, elle l'a dit. Quand elle a vu le visage désespéré de ma mère, elle a dit « je ne le referai plus, maman ». Après une cure de repos et une opération pour supprimer les séquelles de sa tentative de suicide, la chanteuse va tenter de reprendre goût à la vie. Elle était faible, surtout. Et finalement, assez contente d'être toujours vivante. Ce n'est que 9 mois plus tard que Dalida accepte de revenir devant les caméras. Mais on aurait dit, on dirait un boxeur, mon Dieu, les bras. C'est vrai. Dalida est arrivée belle, comme toujours, heureuse, le regard brillant, magnifiquement habillée. Pour son public et pour ses intimes, elle est tirée d'affaire. Dalida est ressuscitée. Nous allons venir justement cette année 67. Tenez, voici la chanson suivante. Elle nous amène à une séance du palmarès des chansons. Moi, je savais ce qu'on allait montrer, mais elle ne savait pas, parce que sinon on aurait coupé le fait des surprises. À ce moment de l'émission, la chanteuse va être confrontée à la séquence qu'elle avait imaginée comme un adieu à son public. Nous sommes deux ombres et de solitude, un grand amour sombre dans les habitudes. Elle craque devant les caméras et elle pleure. Et elle ne supporte pas de revoir l'émotion qu'elle met dans cette chanson, son regard, son désespoir. Il y a la tristesse qui reprend le dessus. Elle n'y arrive pas. Quand je l'ai vu pleurer comme ça, j'étais en régie. Et je dis, il faut couper, la scène, on ne la gardera pas, on ne la gardera pas. On a arrêté pour lui faire un raccord de maquillage parce que le rimel avait un peu tout coulé et elle a continué l'émission.
Voyez-vous, Dalida, dans la mesure où nous racontions avec vous Dalida d'hier et d'aujourd'hui, il nous semblait difficile de passer cette chanson-là sous silence. Est-ce que vous voulez que nous supprimions ce passage de l'émission? Non, pourquoi? C'est quelque chose qui existe. Pourquoi le supprimer? Au contraire, il y a des choses qui vous enrichissent beaucoup. Moi, on arrive à penser que la souffrance qui ne souffre pas n'apprend pas. Donc, des fois, elle est nécessaire. Dalida est en proie depuis très longtemps à de nombreux conflits intérieurs. Il y a bien sûr les blessures amoureuses, mais son mal-être va au-delà de ça. Et elle va vouloir trouver les clés dans la littérature, se cultiver, apprendre pour se découvrir, trouver son chemin, grâce à un homme persuadé d'avoir trouvé lui, celui de la sagesse. C'était une période de retraite entre la chambre, le salon, le jardin, quand il faisait beau, et les bouquins. Elle a des livres partout autour de son lit, elle en lit plusieurs à la fois, elle en prend un, elle le repose, elle en prend un autre. Il n'arrêtait pas de lire, obsédé avec toutes ces lectures sur la psychologie, sur la psychanalyse, sur le bouddhisme, l'ashram. Il y avait un vide en elle qui n'avait pas été comblé, ni par sa réussite, ni par sa vie amoureuse. À travers ses lectures, Dalida s'est en fait lancée dans une quête intérieure, avec une vraie soif d'apprendre. Quand elle ne comprenait pas quelque chose, il y avait un dictionnaire à côté d'elle pour comprendre tout. Elle prenait un crayon et à chaque phrase, elle soulignait tout ce qui la touchait, ce qu'elle ne comprenait pas. Il y avait des phrases qui lui plaisaient, elle les écrivait, elle notait tout. La plus belle chose, c'est de se réveiller le matin et de trouver près de soi la personne qu'on aime. Il y a une différence entre rêver la fin de sa vie et vivre sa mort. Et moi, je ramassais toujours ces petits papiers, mais il y en avait de toutes les couleurs. Sur ces petits papiers, la chanteuse a noté de nombreux passages des Chemins de la sagesse. Un livre signé Arnaud Desjardins, qu'elle a découvert par hasard un soir à la télévision. Elle a trouvé tout de suite intéressant ce monsieur. Il donnait des conférences à Pleyel et elle a voulu le rencontrer. Dalida se rend alors à une conférence de ce spécialiste du bouddhisme. Elle vient avec un exemplaire de son livre Les Chemins de la sagesse. Elle va lui faire signer. Et il se passe quelque chose entre eux à ce moment-là. Ils ont sympathisé. Ils sont restés des heures et des heures à parler. Ils vont se revoir et en fait, ils vont avoir une liaison. Pour la chanteuse, cette relation représente un nouvel espoir après une série d'échecs personnels. Dalida, elle dit, vous savez, il faut que je me confie. Je crois que j'ai rencontré l'amour de ma vie. Parce qu'elle, chaque fois, c'était l'amour de sa vie. Dalida, elle était aussi fleur bleue. Chaque fois qu'elle avait une histoire d'amour, c'était son premier amour. C'est une femme qui cherche un tuteur, un maître, un mentor, un guide. Arnaud Desjardins fascine et séduit Dalida précisément parce qu'il possède la sagesse. Et c'est exactement ce dont elle a besoin. Arnaud Desjardins va alors prendre la chanteuse sous son aile en l'emmenant suivre les mêmes enseignements que lui en Inde. Il lui a appris à méditer, il lui a essayé de la faire devenir une sage. Il en fait sa créature, sa disciple. Elle revenait très calme, en ayant l'impression d'avoir appris sur elle-même, sur la sagesse. Quelques mois plus tard, c'est une femme transformée, loin de l'image sophistiquée de la vedette, qui apparaît à la télévision. Une femme interrogée par qui? Eh bien par son mentor. Dalida apparaît, cette fois-là, les cheveux relevés, ce qui n'est pas fréquent. Elle est très austère. Elle porte ce chignon pour la première fois, un peu comme ça, son maquillage.
On sent qu'elle a envie d'apporter une autre image de Dalida. Est-ce que vous pensez que maintenant, il y a des tas d'aspects de la vie, de votre vie, qui étaient très importants pour vous autrefois et qui maintenant n'ont plus cette importance? Oui, absolument. Il y a un tas de choses qui n'ont plus de l'importance. D'ailleurs, depuis que je regarde la vie de cette manière, je ne vois plus les êtres de la même façon, je ne vois plus les choses de la même façon. Mais je ne suis pas encore arrivée à voir vraiment. À voir quoi? La vérité, ce qui est vraiment tout au fond de nous-mêmes. C'est une longue entreprise. Une longue entreprise qui, selon Arnaud Desjardins, oblige Dalida à faire un choix radical. Il aurait souhaité qu'elle s'arrête de chanter, qu'elle l'épouse et qu'elle parte vivre en Inde avec lui. Les achats artistiques, les tournées, les salles, et lui, il faut arrêter, hein. Tu vaux mieux que ça. Elle voulait quitter la chanson, elle voulait faire autre chose. Elle dit, il y a d'autres choses à faire que de chanter. Elle était sous influence d'Arnaud, qui était assez puissant. La chanteuse de 38 ans souhaite maintenant mettre sa carrière entre parenthèses. Et ce choix n'est pas sans inquiéter son entourage. Moi, j'ai dit à Arnaud, tu n'as pas le droit à ça, tu ne peux pas lui faire ça. Vous n'allez pas vivre en Inde toute votre vie quand même, qu'est-ce qu'elle fera? Il y avait quand même un peu d'égoïsme de sa part à lui. Au fil des mois, Dalida s'interroge. Doit-elle vraiment renoncer à sa carrière pour trouver son équilibre personnel? Elle part alors en Inde, solliciter l'avis d'un sage. Le sage lui a demandé d'écouter sa voix. Et elle m'avait écrit un mot en me disant de lui envoyer une cassette avec ses chansons. Quelques jours plus tard, la cousine de Dalida reçoit ce petit mot de remerciement en provenance d'Inde. Merci pour la mini-cassette qui est bien arrivée. Le sage, dès qu'elle a entendu sa voix, il lui a dit qu'elle était faite pour ça, que c'était sa profession, qu'il n'était pas question qu'elle ne chante pas. À Dalida, il dit, il ne faut pas faire ça. Chacun a une mission dans la vie. Et vous, la façon dont vous pouvez aider les autres et les rendre heureux, c'est par la chanson. Et elle était faite pour chanter, elle était faite pour le public, elle était faite pour tout ça. De retour à Paris, Dalida va finalement revenir sur sa décision. Elle met fin à sa liaison avec Arnaud Desjardins et décide de reprendre sa carrière en main. Elle est revenue avec une nouvelle soif de nouveau, comme elle le dit. Avant, je chantais pour moi, maintenant je sais pourquoi je chante et je vais chanter pour eux. Pour eux, c'était le public, bien sûr. Et pour le public, Dalida a de nouvelles ambitions, l'envie d'un nouveau répertoire. Elle est tout à fait capable et elle en a envie de chanter ce qu'on appelle les chansons à texte. Elle veut être prise au sérieux, elle veut être une vraie chanteuse en quelque sorte. Les Brel, les Léo Ferré, les Lama, les Trenet, les Beko, va chercher les grands. C'est à l'Olympia, dans cette salle qui lui a toujours porté chance, que la chanteuse veut faire son retour. Mais le directeur du music hall ne semble pas convaincu. Bruno Cocatrix, il a des craintes, il n'est pas sûr que Dalida puisse remplir la salle. Olympia veut pas d'elle à ce moment-là, parce qu'on dit, mais qu'est-ce qui lui prend d'aller chanter ce genre de truc? C'est pas du tout pour elle. Pour qui elle se prend? Elle croit qu'elle va y arriver? Dalida, donc, elle a dit, ben, c'est pas grave. S'il ne croit pas à moi, je vais louer la salle. On va financer l'Olympia nous-mêmes. L'enjeu artistique est donc doublé d'un enjeu financier. Le 23 novembre 1971, jour de la première, la pression est lourde sur Dalida. Avant de monter sur scène, elle était dans un état second. Elle a peur de ne pas y arriver avant, que sa voix la lâche, parce que c'est un gros risque. Elle va jouer son va-tout. Il ne fallait pas lui parler. Elle était concentrée sur ses chansons. Elle est arrivée là comme
comme une madone, d'une beauté à couper le souffle. Ça a été vraiment un choc de la voir avec cette robe, ses cheveux blancs, parce que vraiment, elle avait changé physiquement. Un changement physique et un ton plus solennel aussi avec la reprise d'une chanson signée Léo Ferré. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie les passions et l'on oublie les voix. Elle a un côté Calas, hein, qui chante des choses intéressantes, avec une voix sublime. C'est là qu'elle va vraiment ressembler à la diva d'opéra, qu'elle va commencer à personnifier ça. On prend conscience que Dalida a une grande dimension de tragédienne et qu'elle peut chanter avec le temps. C'est un virage énorme. Avec le temps va, tout s'en va. Elle a eu vraiment un succès. Elle a repris une nouvelle carrière. Elle commence à entrer dans sa propre légende. Et l'on se sent glacé dans un lit de hasard. Et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard. Et l'on se sent floué par les années perdues. En reprenant avec le temps cette chanson tragique de Léo Ferré sur la scène de l'Olympia, Dalida a sans doute une pensée pour Lucien Maurice, l'homme à l'origine de sa carrière, qui s'est donné la mort le 11 septembre 1970. Un nouveau drame, 3 ans après le suicide de Luigi Tenco. Agnès Delarive, vous étiez une amie de Dalida. Finalement, Lucien Maurice, c'est l'un des hommes de sa vie, absolument, forcément. Ah, ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Elle le disait elle-même. C'est l'homme qu'il aurait aimé pour elle. Et puis, comme elle n'était pas Dalida à ce moment-là, il l'aimait pour sa force, sa beauté, son talent à venir. Il savait tout. Et elle savait qu'il l'avait aimé vraiment pour elle. Pour elle. Alors Dalida revient sur scène et cela intervient après une longue période d'incertitude. Et c'est un autre homme, on l'a vu, qui l'a initié au bouddhisme et qui lui a demandé d'arrêter de chanter. Un homme qui intervient à ce point dans sa vie et qui lui demande d'arrêter de chanter, c'était viable, Arnaud? Non, c'est à mon avis pas viable, mais elle aimait beaucoup Arnaud et Arnaud l'aimait beaucoup. Bon. Elle a été chercher quoi en lui? D'abord, cette quête Elle avait une quête perpétuelle, de toute façon. Elle avait une quête perpétuelle. Et comme il avait des réponses... De savoir, d'équilibre, de spiritualité? Les trois, oui, tout à fait. Et comme lui avait des réponses, il avait ses réponses, il avait des réponses. Et elle croyait à ses réponses, donc elle était prête à beaucoup de choses, car elle a toujours été prête à tout pour les hommes qu'elle a aimés. C'est une femme perdue, un peu, au moment où elle le rencontre? Elle n'était jamais satisfaite de ce qu'elle savait. Déjà, elle était complexée par rapport aux intellectuels. Bon, intellectuels, elle l'était sûrement plus que la plupart de ceux qui se disent intellectuels. Mais, comme elle n'avait pas fait d'études, comme elle n'avait pas de diplôme, elle avait un complexe terrible par rapport à ça. Alors qu'elle était très perspicace, très intelligente, très cultivée, et elle voulait toujours se cultiver davantage. Elle était capable de tout pour les hommes qu'elle aimait. Elle était capable, avec Arnaud Desjardins, d'aller en Inde, d'aller dans un ashram. Elle est allée dans un ashram, elle a tout fait. Mais tous les hommes qu'elle a aimés, elle a été capable de tout. La preuve, vous parliez de son suicide. Elle était capable de ne plus vivre par amour pour un homme. Elle était capable, elle aurait pu être capable d'abandonner son travail pour un homme, son métier, sa carrière. Et heureusement, elle ne l'a pas fait, parce que ça aurait été dramatique. Alors c'est elle qui met fin à sa relation avec Arnaud Desjardins et en octobre 1972, elle rencontre un autre homme, il s'appelle Richard Chanfray, encore un personnage un peu fantasque. Il se disait, je suis la réincarnation du comte de Saint-Germain, et il prétendait transformer le plomb en or. Oui, non, mais il disait ce qu'il voulait. De toute façon, il était beau garçon, elle était sensible à sa beauté. C'est essentiel, la beauté, chez elle. Essentiel. Déjà, c'est de prime abord, il y avait oui, ça, essentiel. quand même. Et c'est peut-être ça qui l'a gêné dans son premier amour. Mais bon, celui-là, il était très beau, il était frimeur, il avait toutes sortes de qualités, de ses défauts, mais beaucoup de défauts. Elle y a cru encore une fois, finalement, à l'amour avec lui? Elle y croyait à chaque fois, de toute façon. Oui. Alors, une forme de naïveté ou finalement elle se donnait complètement? Elle était comme ça? Elle se donnait, elle était très naïve avec les hommes.
Et elle avait envie d'y croire. Donc, à Besoin partir d'être du moment où naïf elle avait... peut-être aussi. Pardon ? Besoin d'être naïf finalement. Elle se laissait emporter Oui, par elle ça. avait besoin d'y croire et elle acceptait d'y croire jusqu'au moment où vraiment elle se rendait compte qu'elle avait vraiment fait des erreurs. Cette générosité finalement qu'elle a vis-à-vis de ces hommes, elle mettait un petit peu un voile sur ses yeux parce qu'elle devait sentir que parfois certains... Bien sûr, bien sûr. Mais elle voulait y arriver. Et comme elle avait tout donné et qu'elle attendait tout, elle se disait, bon, il faut peut-être un peu mettre la pédale douce. Mais après, elle se rendait bien compte qu'elle avait fait des erreurs. Des histoires, des idylles, mais pas de vie de femme, de mère. Est-ce que ça, elle en parlait également? Est-ce que ça, c'est une blessure profonde? Moi, j'ai attendu mon fils. Elle m'appelait tous les jours. Il n'y avait pas un jour où elle ne m'appelait pas. Elle était devenue la marraine de mon fils. Et elle était extraordinaire. Elle était la première à venir quand j'ai accouché. Elle adorait les enfants. Et quelque part, elle avait peut-être fait un petit transfert sur moi à ce moment-là. Parce que c'était très fort. Elle n'a pas manqué une journée de m'appeler. Où qu'elle soit. Quand elle partait en tournée au Canada ou ailleurs, elle m'appelait. Elle voulait être sûre que tout allait bien. Je vous dis, elle était d'une générosité extraordinaire. Une nouvelle relation amoureuse avec ses hauts et ses bas et des questions existentielles qui restent toujours sans réponse. Alors que faire? Eh bien, Dalida va finalement accepter de remonter le fil du temps, de revenir aux origines. Quand elle avait du succès, elle était folle de joie, donc youpi, la vie était belle, et puis ensuite ça retombait. Et donc comme elle n'allait pas bien, effectivement, je lui ai dit, tu devrais essayer de voir ce que ça donne. Elle a été le voir. La première fois que je lui ai ouvert, elle m'est apparue très protégée en fin de compte. Elle était coiffée, les cheveux tirés, bien. J'étais étonné de la voir comme ça, parce que j'avais une vision, moi, de la chanteuse, quoi. Sur les conseils de son ami, Dalida s'est résolue à entamer une psychanalyse. Elle parlait peu, elle était très concentrée sur elle-même. Dalida assez secrète, en fin de compte, secrète et renfermée, et je n'étais pas préparé à ça. Elle était dans une quête intérieure. C'était une personne déprimée. Sa vie ne lui apportait rien, en fin de compte. C'est surtout quand elle se retrouvait en tête-à-tête avec elle-même, que là, il y avait le vide qui apparaissait. En dehors des séances, Dalida continue de consigner les pensées qui occupent son esprit. Elle a un carnet où elle marque tous les sentiments, toutes les révoltes. Elle va essayer de noter ses rêves, les souvenirs et ce qui, en quelque sorte, émergerait de l'inconscient, qui lui paraît pouvoir être utile à cette analyse. Avec le public, c'est un rendez-vous d'amour. Inconsciemment, l'accouplement est un acte d'angoisse. Sur scène, je suis une adulte. Dans la vie, je suis une enfant. C'est une écriture désordonnée, incohérente, qui en fait traduit une recherche. Dans toutes ces notes, toutes ces pages, la figure paternelle est aussi évoquée. Avec mon père, c'est impossible. Elle va noter en particulier sa culpabilité à propos de la mort de son père. Elle a dû se sentir mal aimée probablement étant enfant. Et elle n'a pas réussi à combler ça. Elle savait bien qu'elle avait un manque de ce côté-là, un manque de la relation avec son père. Ce qu'elle cherchait, c'était, au fond, toujours la même chose, la petite fille qui cherche l'amour. En fait, c'était ça qu'elle cherchait. Pour Dalida, ce qui devait être une aide va très vite devenir un poids. Elle ne peut plus affronter ce qu'elle va rencontrer dans l'analyse. C'est trop terrible pour qu'elle l'affronte. La seule chose qu'elle me disait toujours, dit je ne recommencerai jamais à faire une psychanalyse parce que c'est une descente aux enfers. L'artiste renonce donc à explorer davantage ce passé qui lui fait peur. Un passé auquel elle va pourtant se retrouver confrontée.
car 2 ans plus tard, à l'occasion d'un documentaire sur sa vie, la chanteuse retourne sur les traces de son enfance, ici, au Caire, en Égypte. Ça faisait 20 ans qu'elle n'était pas retournée dans le quartier de Choubra, là où elle était née. L'idée, c'était de la mettre en situation et voir comment elle réagirait à ça. C'était très important pour elle de revenir là où elle avait habité. On nous dit que beaucoup de choses ont changé. Elle voit cette maison qui est devenue très sale, elle a l'air de dire qu'est-ce que c'est triste. Elle découvre une plaque en cuivre qu'Orlando, son frère, avait installée la veille, croyant lui faire plaisir. C'était une plaque comme une plaque de notaire ou de docteur, c'était magnifique. Mais la découverte de cette inscription, ici est née Gigliotti Yolanda, dite Dalida, chanteuse de variété, va déclencher chez elle une violente réaction. Elle se met à hurler, elle se précipite et avec ses mains, elle veut l'arracher. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas morte encore. Comme on l'enlève, tout de suite elle a attrapé comme ça, presque avec ses ongles. Dalida se tourne alors vers son frère pour une explication. Où est la plaque de mon père? La plaque de son père, où il y avait marqué qu'il était professeur de violon. Qu'on remet tout de suite la plaque de mon père. Je dis, bon, calme-toi, on va le faire, calme-toi. Ça lui a donné l'impression qu'effectivement, elle avait pris la place de son père. Elle a dit, en plus, je vais lui enlever son nom sur la maison. Je l'avais jamais vu comme ça, hein. Elle était dans une fureur noire. Après cet incident, Dalida va désormais pousser la porte de son enfance. Dalida pénètre dans le bâtiment et moi je tourne en continu. Elle éclatait en sanglots sans que je dise quoi que ce soit. Simplement, on n'a pas bougé. C'est plus Dalida, c'est la petite jeune fille quoi, qui est devant moi. C'était chargé d'une émotion incroyable, parce que c'était revenir sur son papa. Donc le papa qui était décédé et qui était violent quand ils étaient jeunes. Le rapport de Dalida avec son père est incroyable. Hein. Il y a à son égard, malgré tout ce qui s'est passé ou qui ne s'est pas passé entre eux, un respect et une vénération. Ce jour-là, elle a renoué avec le père. Et donc, retrouver la paix. Et cette sérénité qui lui manquait. Ce retour aux sources a été pour Dalida une prise de conscience du chemin parcouru. L'enfant complexé et moqué du quartier de Choubra, au Caire, est devenu une grande star. À 48 ans, la chanteuse aborde maintenant un nouveau tournant dans sa carrière en faisant le pari du disco. Mais sera-t-elle à la hauteur du défi que lui lance son entourage? 18 représentations au Palais des Sports, la plus grande salle de l'époque, à quelques jours de la première. Son état physique est inquiétant. Dalida, 65 millions de disques vendus, 52 disques d'or et une gageure au Palais des Sports devant les 4000 spectateurs, un show made in USA. Oui, c'est une gageure parce que pour moi c'est la première fois, mais je suis très excitée, c'est extraordinaire parce que c'est un travail complètement différent. Excusez-moi, je suis très enrouée, mais j'espère que d'ici le 5, tout cela va bien s'arranger. C'est pas un coup de froid. Elle était vraiment stressée. C'était un show énorme. Elle était fatiguée. Elle avait travaillé. Là, il fallait en plus être chanteuse et danseuse. Ce qui est extrêmement éprouvant. Malgré la fatigue, Dalida réussit la première de ce show à l'américaine au Palais des Sports. Mais le lendemain matin, l'enthousiasme est déjà retombé. Elle m'appelle et elle me dit « Je peux pas parler. Je suis aphone. » C'était à s'y attendre, elle était tellement stressée. C'était psychologique, ce problème d'être aphone, parce qu'elle avait eu peur quand même la veille.
Et elle avait un peu peur d'y revenir. Au point de ne pas vouloir remonter sur scène l'après-midi même. Elle demande alors à sa secrétaire de prévenir son frère. Je dis voilà, Dali est à Faune, elle ne peut pas venir. Ah, Dalida est à Faune, est-ce qu'on ne peut pas annuler? Pardon? Ah, c'est pas possible, mais vous êtes malade, le palais des sports est plein, c'est bourré à craquer. Te pose pas de questions, il faut que tu me l'amènes. Là, c'est une partie énorme à jouer et il ne faut pas la perdre. Orlando, il était là, et même si elle était fatiguée, il fallait faire et aller jusqu'au bout. La chanteuse est contrainte d'assurer le spectacle. Sa faiblesse vocale sera masquée. People will lie, they will cheat. People don't care who they rob or beat. A woman will sell her precious body. That small piece of paper sure carries a lot of weight. C'était du playback par sécurité, bien qu'elle n'aimait pas ça du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a pas d'autre solution. Et sur scène, la chanteuse retrouve peu à peu confiance en elle. Dès qu'on s'est aperçu en fait qu'une fois sur scène, son stress s'est envolé et que sa voix est revenue, on a coupé le playback et c'est elle qui a continué tout au long. Si ce jour-là, j'aurais cédé, le Palais des Sports aurait été un fiasco. J'étais ferme et je ne le regrette pas. Orlando a donc fait preuve de fermeté, comme il s'y emploie depuis qu'il dirige la carrière de sa sœur. En studio, quand Orlando pensait qu'elle pouvait faire mieux, alors il lui disait « ça, il faut que tu recommences ». Il cherchait toujours la perfection de sa sœur. Comment tu aimes ça, Bruno? Attention, parce que là tu l'entends qu'il n'est pas tout à fait, alors il a pas mis au niveau, il n'y avait pas assez de Si, niveau. ma non è bene, ti prego, ma no, no. No, je vais le refaire. Elle disait « moi, je ne suis pas d'accord ». Jusqu'au moment où l'exigence d'Orlando faisait qu'elle le refaisait quand même. C'est une femme qui a vécu toujours sous pression. Pression de ses fans, pression du métier, pression de son frère. Il la faisait trop travailler. D'ailleurs, elle disait « mais tu me presses comme un citron ». Mais c'est aussi grâce à lui qu'elle travaillait partout, tout le temps, dans le monde entier. Si Dalida accepte cette pression et cette dépendance, c'est aussi parce qu'entre elle et son frère s'est nouée une relation particulière. Pour Orlando, Dalida, c'était sa mère, sa sœur, sa femme, sa maîtresse, son enfant. C'était son double, en fait, son ombre. Et l'influence d'Orlando ne s'exerce pas uniquement dans le domaine professionnel. Il était toujours à regarder qu'elle ne fasse pas de bêtises, parce qu'il n'approuvait pas toujours sa vie privée, disons. Quand elle avait des hommes qui comptaient dans sa vie, là, lui, il n'aimait pas du tout. Quelque part, il devait être un peu jaloux. Il n'aurait pas accepté qu'elle soit la femme d'un autre, qu'elle soit la mère d'un autre. Elle était tout pour lui. Bien sûr que de temps en temps, elle avait besoin de prendre des distances vis-à-vis de son frère, et ça n'était pas toujours possible. Il lui donnait tellement d'amour qu'elle pensait ne pas avoir besoin peut-être d'autre chose. Les rares moments de liberté dans cet agenda surchargé se concentrent le dimanche. Le dimanche, pour elle, c'était sacré. Quand elle ne travaillait pas, c'était un peu la réunion des familles. C'était pour elle un jour où elle se laissait aller, où elle aimait voir les gens qu'elle aimait. C'était devenu un rendez-vous incontournable. Chaque dimanche, le rituel est immuable. Un dîner mêle sa famille et ses amis. Il y avait un petit noyau dur. Il y avait Pascal Chevron, il y avait Rosie, il y avait Antoine, il y avait Max. Il y avait Gratiano, il y avait Léla, Delanoë. Des gens de gauche, des gens de droite, et tout le monde était là. Elle avait besoin d'être entourée, elle n'aimait pas être seule. Tout ce monde-là se réunissait vers 22h autour de la table. Et là, alors, c'était la revue de la semaine qu'on faisait à Dalida. Il fallait qu'elle prenne des nouvelles de tout le monde, savoir que tout le monde était en bonne santé, que tout allait très bien. Elle aimait être maternelle avec ses invités quand elle recevait.
Ça lui faisait très plaisir. C'était la maman, elle présidait d'ailleurs. Hein. Elle était au bout de la table, nous on était tous autour, là comme les disciples autour d'elle. On était quelque part ses enfants. D'ailleurs, souvent, elle nous disait, allez les enfants. On disait, oui, d'accord, maman. Elle rassemble tout le monde. Elle a besoin d'une famille qu'elle n'a pas eue, des enfants qu'elle n'a jamais eus. Car ce désir de maternité n'a jamais quitté Dalida. Il lui a toujours manqué un enfant. C'était son manque. C'était une femme qui était, voilà, qui aurait voulu aussi une vie simple avec des enfants. Le fait de ne pas avoir été mère, ça a dû être très violent. Ça a été un drame dans sa vie. Et je crois que quand elle aurait pu se le permettre, elle ne pouvait plus physiquement avoir d'enfant. Un manque d'autant plus grand qu'à 48 ans, Dalida n'a toujours pas réussi à construire sa vie amoureuse. C'était une femme qui était quand même très angoissée. Elle n'avait pas rencontré l'homme avec lequel elle pouvait partager sa vie. Elle n'y arrivait pas. Entre le moment où elle travaillait, le moment où elle était effectivement entourée par l'amour, vraiment l'amour d'Orlando et de sa bande, si je puis dire, elle n'avait pas de disponibilité. Elle n'avait pas de temps pour la vie normale qu'elle aurait aimé avoir. Elle était entourée d'énormément de garçons qui l'adoraient, mais qui n'étaient pas le genre de garçons avec qui elle pouvait avoir une relation intime. C'était presque sa famille, en fait. Mais bon, comme presque tout l'entourage était en fait gay. Ils aimaient la femme de spectacle, ils aimaient la chanteuse, ils ont joué presque à la poupée avec elle. Sans enfant, sans homme dans sa vie, Dalida n'arrive plus à se projeter dans l'avenir. Dès qu'elle était chez elle, elle avait des vrais moments de solitude, des grands moments de solitude qui duraient très longtemps. La solitude devait être pour elle une grande douleur. Pour dissiper l'angoisse de la solitude, elle sollicite de plus en plus sa secrétaire particulière devenue sa confidente. Elle appelait très souvent pour savoir à quelle heure tu arrives. Elle avait besoin d'une présence. C'était important de savoir qu'il y avait quelqu'un sur qui elle pouvait compter, à qui elle pouvait tout demander d'ailleurs. Un lien très fort, comme en témoignent ces messages qu'elle laisse souvent sur le répondeur. Allô, non, c'est Dalida, tu vas bien? Dis-moi, je t'appelle parce que j'avais envie d'aller au cinéma avec toi cet après-midi, mais comme tu n'es pas là, je crois que c'est tombé à l'eau. Enfin, en tout cas, si tu reviens et que tu m'appelles, on verra bien. Allez, je t'embrasse. Non, non, bonjour, c'est Dalida, chérie. Si tu es la réponse, si tu n'es pas là, eh bien, c'était simplement pour te dire un petit bonjour. Voilà, c'est tout. Ciao, belle. Il était un très proche, un ami, Bertrand Delanoë. Vous vous souvenez de votre première rencontre avec Dalida? C'était un dîner avec Daniel Vaillant, c'est cela? Vous savez tout. Presque. Oui, c'était un dîner rue d'Orchamps, avec les élus socialistes du 18e. La bande du 18e. Il y avait Roger Hanin, il y avait Max Guazzini et il y avait Orlando, le frère de Dalida. Elle voulait nous connaître. Et c'est là le premier contact, tout de suite très détendu et cordial. Et c'est de là que tout naît. Ça veut dire quoi l'amitié? C'était quoi l'amitié pour elle? En tout cas, c'était de la sincérité, c'était beaucoup d'attention, beaucoup de délicatesse, un peu d'autorité aussi. Dalida, par exemple, quand on devenait vraiment proche d'elle, il fallait habiter à côté. Vous habitiez à côté? Et voilà. Non, attendez, elle m'a fait déménager. Ah oui, à ce point-là. Honnêtement, j'en avais envie. Mais elle pouvait être insistante avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de douceur. Elle aimait bien avoir sa tribu autour d'elle. Et elle aimait bien l'attention qu'elle nous portait, le faire avec une forme d'autorité bienveillante, affectueuse, mais y compris sur ce qui pouvait nous concerner de manière intime. Elle aimait bien connaître nos histoires de cœur et avoir un point de vue dessus. Toujours positif et bienveillant, mais quand même. Il y avait elle, autour d'elle, effectivement, ses proches. Dans ces dîners, comme ça, du dimanche, ça se passait comment? C'était quoi? C'était des rendez-vous? C'était pas mondain, c'était finalement différents groupes, c'était l'inverse. Il y avait une vraie proximité. C'était d'abord le dîner chez elle. Le dimanche soir. Le dimanche soir, évidemment. C'était intime, copain. Il n'y avait pas de personnel, rien du tout. Et on n'était que nous.
Et donc, à ce moment-là, il fallait qu'il y ait une grande confiance, qu'il y ait une certaine ambiance. Quand Dalida trouvait que c'était un peu terne, elle me disait, écoute, parle-leur, lance quelque chose pour qu'on se dispute un peu. Mais de manière, on se marrait beaucoup. Du débat, des discussions. On se marrait, mais ça... C'est d'ailleurs très drôle, parce que je me souviens qu'il y avait des gens de droite, des gens de gauche, et avec le temps, certains ont évolué. Mais c'était bien, c'était bien. Un mot de la femme engagée. Est-ce qu'on peut dire engagée? Elle était à gauche, elle avait des valeurs de gauche, elle avait aussi une rencontre avec François Mitterrand qui fait que... C'est ça qui a fait que finalement elle s'est engagée en politique? Dalida n'était pas une femme d'esprit partisan, elle n'était pas proche d'un parti. Elle se définissait elle-même comme à l'origine gaulliste, sa famille était gaulliste. Simplement, elle avait une immense admiration pour François Mitterrand et je crois qu'elle a apprécié les valeurs qu'il portait. Je me souviens de ce qu'elle me disait du passage de l'émission de François Mitterrand où il dit « j'abolirai la peine de mort, même si une majorité de Français... » Ça, avant l'élection. Et ça avait forcé son admiration. Elle disait « c'est vraiment... quelqu'un de formidable. » Mais elle a rencontré l'homme bien avant, entre guillemets, qu'il soit président. Elle était effectivement à ses côtés déjà avant. Oui, mais je pense que c'est pour ce qu'il représentait en termes de valeurs. Puis c'est une humaniste, c'est une femme. Je me souviens qu'à certains moments, on l'a critiquée, puis c'était malsain d'ailleurs les critiques qu'il y a eu sur son engagement. Et son engagement. Oui, parce qu'après 80, il y a eu beaucoup de méchanceté. Presse d'extrême droite qui effectivement... Certains ont été très méchants à son égard. Et certains de ses proches l'ont abandonné. Est-ce que certains politiques à gauche ont un peu oublié Dalida dans ces moments-là? Je me souviens simplement que quand elle a été opérée et qu'elle a eu un moment un petit peu difficile, une opération des yeux, c'est un moment où elle s'était un peu éloignée, elle avait pris des distances, elle avait fait la bise à Jacques Chirac publiquement. Notre amie Lynn Renaud avait bien organisé les choses. Et donc, la symbolique était forte. Elle me dit, et François Mitterrand était à part, les deux seuls qui m'ont envoyé des fleurs, c'est Charles Hernu et toi. Mais je lui dis, moi, c'est pas parce que je suis socialiste. Parce qu'elle est les deux seuls socialistes, bien sûr. Le 21 mai 1980, c'est une image forte, c'est cette remontée, effectivement, rue Soufflot, vers le Panthéon. Elle est là, à côté de François Mitterrand, une robe rose, symbolique aussi. Oui, je pense, j'en sais rien, mais je pense qu'elle a fait exprès. Je pense que, voilà, vous savez, elle était entière, elle était totalement sincère et totalement, engagée dans ses sentiments, dans ses convictions. C'était pas politique. C'était la France, elle adore la France, et c'était, pour cet homme dont elle pensait qu'il allait faire du bien à la France et que ce serait grand. 1980, c'est aussi l'année de la rupture avec Richard Chanfray, l'homme qui a partagé la vie de Dalida pendant 9 ans et qui se suicidera 2 ans plus tard, en juillet 1983. Un suicide de plus, on en parlera tout à l'heure. Mais d'abord, reprenons le fil de cette histoire. Au milieu des années 80, Dalida se lasse de cette carrière de chanteuse trop étroite à ses yeux. Elle aspire à autre chose que la scène. Et c'est à ce moment-là qu'un grand cinéaste égyptien, Youssef Chahine, va lui faire une proposition. À 53 ans, Dalida retrouve donc son premier grand rêve, le cinéma. Aujourd'hui, Dalida retrouve le quartier de son enfance pour la première du 6e jour. Le film de Youssef Chahine, dans lequel elle tient le rôle principal. Elle arrive dans une voiture décapotable avec l'acteur principal. On ne peut pas avancer, la voiture ne peut pas avancer tellement il y a du monde dans les rues. C'est l'arrivée d'une diva. C'est le vrai retour, les vraies retrouvailles, et comme une sorte de renaissance. En fait, la comédienne se réjouit de découvrir sur grand écran le visage de Sadika, le personnage qu'elle incarne. Elle avait accepté le tournage avec enthousiasme, elle était ravie que Chahine ait fait appel à elle. Elle était ravie de pouvoir montrer qu'elle avait aussi ce talent-là. Elle avait hâte de voir ce que ça allait donner. Dès les premières minutes, le contraste est saisissant entre l'image de la chanteuse et celle de cette femme vieillissante dans le film. On ne voit pas la Dalida avec les cheveux, les paillettes. Dalida, c'était une chevelure. Et là, tout à coup, on ne voit jamais ses cheveux, ou presque jamais. Elle fait une femme assez simple, démunie. Il n'y a rien d'une femme fatale. Elle joue un rôle de grand-mère, sans aucun maquillage, sans aucun après. Là, elle était devenue carrément une femme très âgée. Elle est brute de décoffrage. Une mise à nu qui met finalement l'actrice très mal à l'aise pendant la projection. Et c'est vu en gros plan, sans maquillage, avec autant de rides que possible. Elle a
toujours eu la peur de vieillir. Elle se dit, ça y est, je vais perdre ce qui a fait quand même mon succès, c'est-à-dire ma beauté. Quelques mois plus tard, le public français sera lui aussi déstabilisé par le 6e jour. Le film n'est pas un succès en salle parce que les gens ne s'attendent pas du tout à ça. C'est pas ça qu'ils attendent de Dalida. L'insuccès du film est quelque chose qui l'a rendue très profondément malheureuse. Cet échec au cinéma se conjugue avec une nouvelle impasse. Une impasse sentimentale avec un homme rencontré quelques mois plus tôt. Elle est très amoureuse de ce médecin. Elle pense que c'est peut-être la personne qu'il lui faut. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Il fait joujou avec elle comme les hommes qui tiennent encore à une femme, mais en même temps ne veulent pas vraiment s'engager. C'est un médecin qui est marié, qui lui fait croire que... À partir de là, elle s'isole. Les dîners du dimanche soir se font de plus en plus rares. Le moral, ça s'est dégradé petit à petit. Elle commençait à se renfermer de plus en plus. Elle est triste. Je n'avais jamais vu Dali triste comme ça. Jamais. Comme 20 ans auparavant, lors de la mort de Luigi Tenco, la dépression recommence à l'envahir. Elle passe beaucoup de temps dans son miroir à guetter les signes de vieillissement sur le visage. Elle avait l'impression, comme elle avait dépassé la cinquantaine, qu'elle ne pourrait plus être amoureuse à nouveau. Elle ne se coiffe plus, elle ne se maquille plus, elle ne s'habille plus, elle va traîner des heures en peignoir. Elle n'ouvrait plus dans le salon pratiquement les persiennes. Elle passe ses journées dans le noir, elle joue aux cartes avec son habilleuse. Elle passe la plupart de la nuit dans son lit à regarder des films. Et évidemment, le lendemain, pour la réveiller, c'était quelque chose. Ça commençait à être impossible de travailler. On avait beau lui dire des gentillesses, on sentait qu'elle n'écoutait plus. Elle était absente, elle était déjà ailleurs. Installée à 2 pas de chez elle, son ami restaurateur va être le témoin direct de cette solitude. Tous les soirs, elle venait dîner à le restaurant. Très très tôt, presque en cachette, avec d'énormes lunettes noires. On n'osait pas la déranger aussi parce qu'il y avait quand même, pas un mur, mais il y avait une distance. On dînait et puis tout à coup, elle avait des larmes, et des larmes de solitude, des larmes de j'en peux plus, quoi. J'en peux plus d'être seule, j'en peux plus de la vie. Elle avait plus envie, quoi. D'un seul coup, elle me regarde et elle me fait, tu sais, elle me dit, parfois ça me vient envie de me foutre en l'air. Quelques jours plus tard, le 1er mai 1987, Dalida reçoit un coup de téléphone de son amant. Ce jour-là, le médecin appelle et se décommande, encore une fois. C'est là qu'il a dû lui dire que c'était terminé. C'était lui qui partait. Le lendemain, la chanteuse fait passer une consigne à sa plus proche collaboratrice. Elle a dit à Jacqueline, son habilleuse, ne me réveille pas avant 17h parce que je vais sortir très tard. Elle nous dit qu'elle va au théâtre, donc elle se fait belle. Elle a donné congé à ses domestiques. Elle prend son Austin. Elle sort de la maison en voiture, il est 20h. À quelques mètres de là, Orlando dîne avec Dominique Besnéard, l'agent de sa sœur pour le cinéma. Il m'a dit, tu sais, je suis inquiet pour Dalida, il faut que tu l'appelles, il faut qu'elle voie des gens. Orlando me dit, il faut que mardi, vous fassiez un dîner, etc., que amène-la au cinéma, puisqu'elle adorait le cinéma. Si Dalida ne met pas de l'ordre dans sa vie, je pense qu'elle peut faire une bêtise. Alors que tout le monde pense que Dalida est au théâtre, en réalité, elle n'a pas quitté son quartier.
Le lendemain, comme elle lui avait demandé, son habilleuse vient réveiller Dalida à 17h. Elle a frappé, personne, donc elle a ouvert la porte. Les doigts crispés sur le verre de whisky qui était presque vide à la main. Dès que je suis arrivée, évidemment, la première des choses que j'ai fait, j'ai appelé les SAMU. On nous appelle pour nous dire Dalida fait une bêtise. Vous avez dit simplement venez vite, Dalida, c'est très grave. Quelques minutes plus tard, le frère de la chanteuse est sur place. Il commence à crier, elle me dit « Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a ?» Je suis rentré dans la chambre, personne n'osait rien me dire. Et je l'ai trouvé, voilà, je l'ai touché. Ça, je ne l'oublierai jamais. Il a pris sa sœur dans ses bras. Il a serré tellement fort, il lui a dit « Ma petite sœur, tu devrais souffrir beaucoup. » Au pied du lit, sur une table basse, Dalida a laissé un message à ses proches. Il y avait un tout petit mot. Et tout petit, un petit papier comme ça sur 2 lignes. Il avait écrit « La vie m'est insupportable, pardonnez-moi ». Voilà, c'est tout. Elle avait véritablement quelque chose en elle. La mort, elle l'appelait, et c'était plus fort qu'elle. Étrange vie que celle de Dalida, qui était quand même toujours obnubilée par la mort. Sur 4 amours de sa vie, il y en a 3 qui se sont suicidés. Alors bon, c'est invraisemblable. Quand on aime 3 hommes et que les 3 hommes se suicident, on finit par s'imaginer qu'on est poursuivi par quelque chose. Et on retrouve son ami, Bertrand Delanoë. Dalida, est-ce qu'elle ouvrait encore finalement sa porte et son cœur dans les derniers mois? Non, je crois que nous nous sommes tous parlé, ses proches, et c'est vrai que les derniers mois, elle n'était pas indifférente à notre sort. Moi, je me souviens que j'étais dans une période un peu compliquée, où j'avais quitté la politique et je reconstruisais une autre vie, et elle me faisait savoir, ou elle me disait carrément, que ça lui importait beaucoup. Mais elle avait besoin d'être dans son histoire. Dans son histoire. Et peut-être qu'elle nous percevait comme un peu perturbateur par rapport à une histoire à laquelle elle voulait se consacrer totalement. Alors quand je dis perturbateur, c'est peut-être pas le bon mot. En tout cas, voilà, il fallait qu'elle soit dans cette histoire. Et c'est vrai que moi, j'ai eu de la peine, après coup, de ne pas lui avoir assez parlé, mais par son fait, cette détresse, les derniers mois. Elle était perceptible? Vous le ressentiez? Non, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Vous savez, moi, j'ai toujours respecté la liberté de tous mes amis, et en particulier de Dalida. C'est une très forte personnalité, Dalida. C'est pas une personne fragile. C'est une personne qui décide. C'est une forme de liberté de souffrir, finalement? Non, c'est une femme dont j'ai toujours perçu la force. Et vous savez, on peut souffrir, on peut avoir une sensibilité très grande et décider de tout. Et moi, j'ai toujours eu ce respect profond pour Dalida, y compris parce qu'on avait parlé de choses essentielles et que je savais qu'il fallait la laisser maîtresse totalement de son destin. On va remonter un petit peu le temps avec un voyage important, Saint-Barthélemy, 1984. Vous vous retrouvez avec elle sur cette île? On part ensemble. Partez ensemble. On part ensemble et il se trouve que l'ami chez lequel nous sommes est occupé toute la journée. Donc tout le long des vacances, on passe nos journées ensemble et donc, comme on est tous les deux, on se raconte plein de choses. Vous allez échanger avec elle, elle va vous parler du suicide. Non, je vais lui poser une question. Parce qu'elle avait une cicatrice sur une des chevilles, et très innocemment, je croyais que c'était autre chose, moi. Je lui ai posé cette question. Alors elle m'a parlé de cette tentative de suicide qu'elle avait faite à une époque et qui lui avait laissé cette trace.
Et du coup, nous avons parlé de la vie, de Dieu, et de ces circonstances, qu'on en pense après, et ce qu'on pense du droit d'un individu à se donner la mort. Elle vous avait fait une promesse? Non. Elle m'a parlé de sa maman et de la souffrance qu'elle a ressentie après coup pour ce que sa mère avait dû ressentir, puisqu'elle était vivante au moment de cette tentative de suicide. Elle m'a donné le sentiment qu'elle n'aurait pas à nouveau à accomplir ce geste. En même temps, nous parlions en êtres qui considérions qu'il fallait regarder la mort en face et qu'il n'y avait rien d'indigne à vouloir être libre. Et moi, je n'ai jamais pensé, après ces longues conversations, puis on a parlé de Dieu, est-ce qu'il y a une vie après la mort, etc., je n'ai jamais pensé que Dalida allait se suicider. Et en même temps, lorsqu'elle s'est suicidée, au-delà de la peine, des premiers jours de bouleversement, de stupeur, je me suis dit, elle est libre, et de toute façon, je vais respecter ça aussi, car Dalida a toujours décidé tout pour elle-même, et pourquoi pas de sa mort. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous apprenez que ce mot qu'elle a laissé le jour de son suicide, ce mot où elle dit que la vie lui est devenue finalement insupportable, vous auriez pu imaginer qu'elle était devenue à ce point insupportable? Moi, je pense que, voilà, Dalida a eu la vie qu'elle a décidée, elle a eu des épreuves. Elle a beaucoup souffert de ses difficultés aux yeux. Elle a beaucoup lutté pour être elle-même. Elle a beaucoup lutté pour être Dalida. Elle a probablement, elle le dit d'ailleurs dans certaines chansons, elle a probablement sacrifié des choses pour être Dalida aimée 25 ans après sa mort par des millions de gens, des dizaines de millions de gens. Elle a sacrifié sa vie de femme, entre guillemets, de mère potentielle, au prix de quelque chose qui était effectivement de donner tant de choses aux autres? À un moment donné, elle parle du moment où elle a été enceinte. Bien. Et je pense qu'effectivement, sa vie d'artiste, elle l'a menée vraiment jusqu'au bout. Je vous parlais tout à l'heure de perfectionnisme. Je crois que Dalida était une femme profondément authentique. Elle faisait les choses totalement. Et je pense plutôt que dans sa quête d'amour, dans sa quête d'absolu, il y avait beaucoup d'idéalisme. Et que la réalité, dans toutes les vies, est un peu plus compliquée que l'idéal. Et peut-être, dans le fond, que si on reprend maintenant la totalité du parcours et quelles étaient les épreuves, c'est une belle vie, c'est une très très belle personne. Et il faut accepter la fin qu'elle a décidée, elle. C'est une question, vraiment, je vous le dis, de respect. De respect, et une fin qui fait écho quand même à ces trois hommes de sa vie qui, eux-mêmes, se donnent la mort. Ah mais ça, elle nous l'a dit, ça, elle disait que le fait que des hommes qu'elle a aimés profondément, qui ont beaucoup compté, se soient suicidés, c'était pour elle une vraie interrogation, une interpellation même. Vous pensez encore souvent à elle aujourd'hui? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Je l'écoute et puis je suis extrêmement ému quand je vois des jeunes gens de 20, 25 ans qui me parlent de Dalida, donc qui sont nés après sa mort. Voilà pour ce destin, cette histoire, celle de Dalida, Yolanda Gigliotti. Merci Bertrand Delanoë d'être venu nous rendre visite. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Un jour un destin.